Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude. Ce lundi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne. Bonjour. Allô, Jean. Une belle fin de semaine? Oui. Fin de semaine tranquille, ça fait du bien. Oui, la fin de semaine prochaine, que c'est de l'impro qui va retenir toutes tes préoccupations. Effectivement, la liste qui s'en va en tournoi. Premier tournoi de l'année pour la Ligue d'improvisation de cette île en fin de semaine. On aura belle l'occasion de s'en reparler. On s'en va à Québec. Oui, on va beaucoup parler de santé ce midi, Valérie, entre autres, avec le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay. Le syndicat a convoqué la presse ce matin pour parler du projet Optilab. Il avait à ses côtés Régent Porlier, maire de Sept-Îles, et Lorraine Richard, députée de Duplessis. Donc, Guillaume Tremblay sera avec nous vers 12h25. L'entrevue sera complétée avec les propos du maire Régent Porlier. C'est eux autres ce matin là qui ont mis de la peinture bleue sur les bancs de neige. On pensait que c'était une dénonciation de la politique de déneigement de la ville de Sept-Îles, mais c'est pas le cas. Ça avait un lien avec la conférence de presse d'Optilab. Guillaume Tremblay vers midi 28 minutes sur nos ondes. Avant ça, on parle encore un peu de santé avec le chef Jean-Charles Pietachot. Lui s'est pointé à l'urgence de Sept-Îles et il a attendu là 12 heures. Finalement, il a pas vu un médecin. Il est reparti au milieu de la nuit. Ça, c'était pendant la fin de semaine du tournoi Ferro. Il comprend mal d'ailleurs pourquoi on garde juste un médecin à l'urgence pendant une fin de semaine là où il y a plein de jeunes de l'extérieur, où il y a un tournoi de hockey mineur important, un événement sportif important. La semaine dernière, il a émis un communiqué, Jean-Charles Pietachot également, dans lequel il persiste et signe contre les forages anticostiers. On parle aussi de lutte à la drogue et de réussite scolaire dans les communautés autochtones avec le chef d'Equanichit vers midi 15 sur nos ondes. On va parler aussi de la sécurité au chantier Romaine, la suite du décès là, de 4 personnes sur le chantier d'Hydro-Québec. C'est avec la députée Lorraine Richard qu'on aborde le sujet. On parle aussi des priorités en santé pour notre région. Et puis en fin d'émission, on parle du tournoi de curling de la Claque-Rose. Ça s'en vient, puis c'est même le temps de s'inscrire. Ben écoute, ça s'en vient effectivement. C'est au mois de mars prochain. Ce sera les 17, 18 et 19 mars prochains, le tournoi de la Claque-Rose. Et les inscriptions, c'est ce soir que ça se passe de 17h à 19h au club de curling de Sept-Îles. Des équipes de 4 femmes, bien sûr, parce que c'est un tournoi de curling féminin avec toujours des Gastons, par contre, effectivement. Les garçons sont des Gastons, c'est oui, ça? Oui, voilà. Et ça part toujours rapidement, les inscriptions, là, ça se comble super rapidement. Il y a plein d'activités de financement aussi qui s'en viennent bientôt, dont un Zumbaton en fin de semaine. Il y aura un spectacle au mois de mars aussi. Bref, on a plein de choses à discuter avec Natacha Savoie qui fait partie de l'organisation du tournoi de curling La Claque-Rose. Ben voilà, avant cette série d'entrevues sur les ondes de Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, c'est la CSN qui a inscrit le message « Ça n'a pas de bon sens ». Et ça, on l'écrit S-A-N-G sur les bancs de neige de Sept-Îles ce matin pour dénoncer le projet Optilab du ministre de la Santé. Le syndicat demande au gouvernement de considérer la Côte-Nord au même titre que le Grand Nord, qui, lui, a obtenu le maintien de ses laboratoires médicaux en raison des distances, entre autres. Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, a invité le maire Régent Porlier et la députée Lorraine Richard ce matin a signé des éprouvettes qui seront envoyées au ministre. Il dénonce l'intention donc du ministre Gaétan Barrette d'aller de l'avant là dès le 1er avril, mais par étapes pour implanter le projet Optilab. On en reparle un peu plus tard à Côte-Nord Attitude. Le directeur général de la FTQ Construction, Yves Ouellette, affirme que l'implication de Bernard Rambaud-Gauthier en politique ne doit pas nuire à son travail pour le syndicat. Ceci dit, il croit que le porte-parole du Parti citoyen au pouvoir peut faire avancer la cause des travailleurs en faisant le saut sur la scène politique. Yves Ouellette et la FTQ resteront neutres lors de la prochaine campagne électorale. Le directeur de la FTQ Construction admire la détermination de son agent syndical du local 791 sur la Côte-Nord dans le dossier de la main-d'œuvre régionale sur les chantiers.
mais commençons par respecter le fait régional, et ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi bon pour la Côte-Nord, aussi bon pour le Saguenay, aussi bon pour l'Abitibi. Il y a eu des choses suite aux interventions de la FT-Construction de Bernard. On va s'entendre qu'on a des bons représentants de sa Côte-Nord. Ça, je peux vous dire ça. Nos représentants sont dévoués à votre monde. Je leur lève mon chapeau. Yves Ouellette estime que le système de référence de la main-d'œuvre par la Commission de la construction du Québec est moins efficace que le placement syndical. La multinationale Rio Tinto a augmenté ses exportations de fer en 2016 et haussé les profits de sa division aluminium. L'actionnaire majoritaire de la compagnie minière IOC possède aussi 40% des actions de l'aluminerie Alouette de Sept-Îles. Rio Tinto a augmenté sa production de fer dans l'ensemble de ses mines à travers le monde de 6% en 2016. Le géant minier a maintenu une hausse même lorsque le prix de la tonne de fer était en baisse. Il a accentué sa hausse de production au dernier trimestre avec la reprise. Globalement, le géant minier a réalisé des profits de 34 milliards de dollars US en 2016. Rio Tinto Aluminium a réalisé un profit de 945 millions de dollars. L'entreprise a commencé à réduire son personnel dans ses alumineries au Saguenay-Lac-Saint-Jean en raison des perspectives qui s'annoncent difficiles avec une surproduction d'aluminium en Chine. Un important colloque sur la sécurité des bateaux de pêche au Québec a pris fin vendredi à Rimouski. Selon les organisateurs, les aides-pêcheurs sont trop souvent victimes d'accidents. L'équipage du Simon Bernard, qui a pris feu au large de Sept-Îles en juin 2016, a témoigné lors du colloque. L'événement organisé par le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec prévoyait des ateliers de formation et une réflexion sur les pratiques à bord des navires. Transport Canada a présenté le nouveau règlement sur la sécurité des bateaux de pêche. Les pêcheurs doivent se conformer à cette nouvelle réglementation d'ici juillet 2017. Présent au colloque à Rimouski, le ministre Jean Damour a affirmé que la sécurité doit devenir une priorité sur les bateaux de pêche au Québec. Cette volonté est inscrite dans la stratégie maritime du gouvernement. Des chiffres contradictoires circulent concernant le temps d'attente dans les urgences de la Côte-Nord. Dans un communiqué en date d'hier, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, contredit les informations diffusées par la coalition Avenir Québec samedi. Selon le ministre, la durée moyenne de séjour sur civière dans les urgences a diminué par rapport à l'année dernière. Il constate une amélioration importante depuis 2012-2013, ainsi qu'une légère amélioration pour la dernière année. La Côte-Nord aurait connu une diminution de 73 minutes du temps d'attente moyenne et non pas une augmentation. Le député de Lévis, François Paradis, affirmait le contraire samedi. Selon lui, il y aurait eu une hausse de l'attente dans 6 régions du Québec et la Côte-Nord afficherait un des pires résultats avec une attente moyenne de 12,18 heures. Et en plus de ses recherches sur les panneaux solaires, le Cégep de Sept-Îles réalise un projet d'habitation innovatrice en milieu nordique. Il vise une efficacité énergétique pour offrir aux entreprises du secteur minier une alternative compétitive à l'utilisation du diesel. Les retombées du projet profiteront à l'entreprise partenaire Toglik Énergie. Le Cégep de Sept-Îles reçoit 305 000 $ sur 3 ans du Fonds de recherche nature et technologie. Les travaux s'effectuent en collaboration avec 3 universités, dont Rimouski et Pau en France. Le collège a remporté 3 concours successifs pour de la recherche en développement durable pour le secteur minier. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Dans quelques instants, le chef d'Equanichit, Jean-Charles Pietachot, est avec nous. Il s'est rendu à l'urgence pendant le tournoi Ferro. Il a attendu là 12 heures. Il n'a pas pu voir un médecin. Il est retourné. Il a justement écrit une lettre au ministre Gaétan Barrette pour dénoncer cette situation. On lui en parle. On parle aussi de son opposition au forage à Anticosti. Jean-Charles Pietachot avec nous dans quelques instants. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente.
Resto Bar L'Ambiance, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Samedi le 11 février et mardi le 14 février à partir de 17h, avec tous les repas dont le coût est de 24,95 $ et plus, nous vous offrons le dessert et le café. Et ce n'est pas tout, à l'achat d'une bouteille de vin de 750 ml, vous aurez une réduction de 15%. Donc pour la Saint-Valentin, que votre souper d'amoureux soit samedi ou mardi, pour être dans une ambiance qui a de l'ambiance, réservez vos places au Resto Bar L'Ambiance. 88 961 4111. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je m'entretiens avec le chef d'Equanichit qui est actuellement au bout du fil. Monsieur Jean-Charles Pietachot, bonjour. Jean. On va parler d'abord de l'attente à l'urgence de cette île. Là. Je voyais une lettre sur votre site Facebook. Dans la fin de semaine du tournoi Ferro, vous êtes venu 12 heures d'attente à l'urgence, puis finalement, vous êtes reparti sans voir de médecin. Effectivement, j'ai passé l'après-midi, la soirée, la nuit à attendre pour voir un médecin compte tenu, je pensais à un genre d'intoxication là, quelconque, là, mais sauf que je pensais pas que l'attente serait aussi longue que ça. Et ça confirme ce que je voyais souvent dans les statuts de gens qui étaient à l'urgence, qui attendaient, mais ce qui m'a plus préoccupé, c'est de voir des enfants qui étaient là sûrement avant moi. Il y en avait 2 sûrs, là, mais qui eux ont passé vers 2h30 dans la nuit. Les deux ont été rentrés dans les salles prévues pour le médecin, mais moi j'ai dû partir parce que j'avais encore plus mal aux yeux à attendre mon nom annoncé. Et c'est effectivement un problème, à mon avis, là, qu'il faut que les gens regardent et qu'ils trouvent des solutions. Oui, quand on est en Mingani ou dans une communauté autochtone, c'est notre hôpital régional, hein, on vient chercher bien des services. Là, ce que vous avez constaté, c'est qu'il y avait un seul médecin dans la fin de semaine du tournoi de hockey quand même. C'est ça que je comprenais pas, mais moi, je suis pas dans la gestion, je suis pas dans l'organisation, mais quand tu dis que le plus gros tournoi de hockey est en ville, avec tous les gens qui viennent pour d'autres activités, je sais pas si on prévoit avoir plus d'effectifs au niveau de l'hôpital. D'ailleurs, il y avait une dame de Fermont qui me disait, à Fermont, ça fait longtemps que je serais passé. Il y avait un jeune avec un pied, je pense, à une blessure au hockey. En tout cas, je sais pas, puis je veux pas... Ben oui, des fois, il y a des gens qui partent de cette île pour aller à l'urgence à Havre-Saint-Pierre ou à Port-Cartier parce que c'est plus rapide, là. Ben, c'est ce que je lis aussi, là, puis il faudrait, je sais pas, moi, c'est juste, je voulais aviser le ministre qui disait, il y a pas si longtemps, il dit on manque pas de médecins, mais sauf que là, cette fin de semaine-là, je sais pas, ouais. Comme je vous dis, là, c'est la gestion, d'ailleurs, la commissaire aux plaintes à Sept-Îles, à l'hôpital de, j'arrive plus à dire le nom, là, mais je vais l'appeler l'hôpital de Sept-Îles, m'a appelé au téléphone pour me demander si je voulais avoir une réponse. J'ai dit libre à vous là, de me répondre et effectivement il va faire ses vérifications à l'interne puis sûrement je vais avoir une correspondance et au moment où on se parle je n'ai aucune réponse du ministre Barrette encore. En tout cas il a émis un communiqué hier pour dire que la situation était acceptable dans les urgences. Eux autres ils calculent seulement les gens qui ont besoin d'une civière d'après ce que je comprends des statistiques du ministère. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi là. Puis d'ailleurs, je voulais dire pour ce qui est du personnel, là, quand je suis arrivé là, au triage, là, les infirmières, tout le monde, là, ils m'ont donné de l'oxygène, ils ont prise de sang, tout ça, tout le personnel, là, chapeau à ces gens-là, mais c'est l'attente qui est très longue. Chef Pietachot, vous avez aussi persisté la semaine dernière avec un autre communiqué concernant Anticosti, là. Ça semble clair dans votre tête, hein, du forage, c'est inacceptable en 2017 et les Inuits toléreront pas ce que Petrolia a prévu faire, là. Ben, écoutez, on l'a annoncé depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour dire que ce sera jamais acceptable un projet de forage avec facturation sur l'île Anticosti avec
l'appui que le Québec a donné pour l'UNESCO, puis continuer à dire qu'il possiblement il va y avoir des forages pour respecter un contrat, là, c'est comme on a beaucoup de misère avec la position du Québec. Oui, en fait, quand vous dites que vous êtes prêt à prendre tous les moyens, là, actuellement, il y a des démarches devant les tribunaux. On aimerait ça que ça aboutisse puis que ça permette justement de maintenir une injonction permanente contre le projet de Petrolia. Mais on pourrait aller à d'autres moyens, se rendre à l'île, empêcher que les choses se fassent? Au moment, le 22 février, je vais être à Québec pour être en interrogatoire de la part des avocats de Petrolia et du Québec. C'est ça. Puis possiblement, on va être entendu vers la fin de mars, début avril, compte tenu la grève des juristes. Notre dossier a été jugé essentiel et ça, je pense, c'est une démarche qu'on n'a jamais abandonnée, sauf nous étions à 4 injonction. Là, vraiment, on va tomber dans la permanente là, avec ce que je vais faire au nom de la communauté Innu des Quantites. Et ça, je pense qu'aussi, c'est la mobilisation populaire qui va se poursuivre et c'est déjà comme en marche, là, sauf que les dates, si jamais le bateau ou la barge, je sais pas comment ils vont arriver, je pense arriver dans l'île, mais de notre côté, ils ne débarqueront pas de l'île. Ça, je peux vous assurer ça. D'ailleurs, on est appuyé par le maire John Pinou et tous les autres maires, le préfet, mais la plupart des gens de la région et même d'ailleurs aussi, là. Bon, c'est à suivre. On verra ce qui se passe après les démarches juridiques. Là, j'imagine qu'au printemps, il pourra y avoir une mobilisation plus importante. Je voyais les statistiques du recensement, Monsieur Pietachot, récemment. Là, dans nos communautés Innu de la Côte-Nord, la population est très, très jeune. Il y a quand même une population croissante dans la plupart des communautés Innu. La priorité pour les jeunes, la réussite scolaire, je voyais l'Institut Tchèque-Apiche qui y travaille beaucoup, là. Je pense que c'est une priorité pour l'ensemble des élus autochtones de notre région, hein? Ah non, ça a toujours été la priorité. Et, pour la communauté que je représente, c'est, comme vous le dites, là, c'est stable et de la démographie est en croissante permanente, là. Et non, moi j'ai confiance pour le retour des jeunes qui sont partis aux études. La plupart, d'ailleurs, j'ai une personne qui est revenue après plusieurs années à Québec, qui vient s'établir à Equanitit. Les chiffres parlent, sauf que ces chiffres disent que les jeunes partent aussi pour aller aux études, soit pour aller travailler dans nos organismes, soit à Québec, Sept-Îles, Montréal, et ces gens-là un jour vont revenir. Et les conseils de bande, un peu comme à Sept-Îles, on se donne comme objectif d'engager des Inuits quand ceux-ci ont la formation adéquate. Là. Ah, définitivement, oui. De toute façon, c'est la priorité puis l'objectif. Autre priorité dans les communautés autochtones, la lutte contre les drogues. Je pense qu'on aimerait que la SPUM à Ouachat-Maliotenam devienne régionale. Il y a eu quand même des saisies tout près de chez vous, là, à Longue-Pointe-de-Mingan récemment. Est-ce qu'on est satisfait de ce qui se fait pour lutter contre les drogues dans les communautés autochtones? Il me semble qu'il y a de la drogue cheap qui circule là, chez les Inuits dans la région. J'espère que la lutte va se poursuivre et on est satisfait de toutes les saisies là, des derniers mois là, qui ont été faits par la Sûreté du Québec à Havre-Saint-Pierre, aidé sûrement des autres corps de police. Et non, définitivement, c'est un fléau là, qui frappe nos communautés, tout comme sûrement les villages et villes. Il va falloir continuer à travailler très fort. D'ailleurs, on a terminé une semaine de prévention la semaine passée et ça se poursuit. Nos intervenants travaillent très fort et d'ailleurs peut-être se rappeler que la communauté d'Equanitit a arrêté la vente d'alcool dans sa communauté depuis 2009 et la lutte se poursuit contre les drogues qui maintenant rentrent dans nos communautés et de notre côté on continue à
travailler de concert avec toutes les ressources locales ou régionales. Ben, ça fait beaucoup de travail pour un chef, pour les élus Innu de la Mingani également. Je sais que vous avez repris votre position aussi là, dans le dossier du Dakota, là, où il y a malheureusement avec Trump le retour d'un projet de pipeline là-bas. Beaucoup de travail donc pour le chef, même si c'est l'hiver comme ça, vous avez le temps de pelleter la neige. Il y en a beaucoup chez vous comme à cette île, là. Oui, je continue. D'ailleurs, grâce à mon pelletage, j'ai maigri d'au moins 7 à 8 livres, puis le fait de marcher avec ma pelle, ça aide beaucoup. Et non, je suis en attente d'un appel la part du président là-bas. Il appelle ça président, c'est les chefs de Standing Rock qui aimeraient qu'il y ait une autre rencontre avec nous ici. Et il y a aussi le fait qu'eux, maintenant, regardent pour une autre cause juridique, une injonction, en tout cas d'ici mars, malgré l'annonce qui a été faite que les travaux reprennent pour vraiment passer sous la rivière avec toutes les autorisations qui ont été annoncées, mais sauf que les Lakota de Standing Rock regardent maintenant la poursuite judiciaire qui se poursuit. Ben, je vois que malgré tout ça, vous avez le temps d'aller encourager vos jeunes d'Equanichit là dans des activités sportives. Vous étiez au Ferro en fin de semaine du côté d'Orve-Saint-Pierre, la compétition de patinage artistique. Vous prenez régulièrement des photos. Vous trouvez le temps pour tout ça, là? Oui, non, il faut se donner le temps. Hein. D'ailleurs, j'ai passé le samedi toute la journée avec ma petite fille, avec toutes les autres. Ça a commencé à 9h jusqu'à 7h le soir. Puis hier, c'était vraiment la compétition locale et voir la performance de nos jeunes, surtout moi, ma petite fille. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous les entraîneurs, le conseil d'administration du CPA qui s'occupe beaucoup. Je les vois travailler. J'y vais régulièrement, ce soit un jeudi ou un vendredi. Ces mamans sont là à donner des cours, à prendre du temps pour les filles qui viennent se pratiquer parce que le plus gros spectacle aura lieu le 26 mars à Havre-Saint-Pierre. C'est le spectacle de fin d'année. Eh bien, Jean-Charles Pietachot, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en entrevue aujourd'hui. C'est un honneur, merci beaucoup. Attitude. Voici un message de la ville de Sept-Îles. La ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur Ferland à Sept-Îles qu'il n'est maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation. Je répète, la ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur Ferland à Sept-Îles qu'il n'est maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation. La ville s'excuse des désagréments occasionnés et remercie les citoyens de leur collaboration. Cet hiver, votre concessionnaire GM Pascal Automobile vous en donne plus. Pendant les jours plus pour votre échange, échangez votre véhicule et obtenez jusqu'à 1500 $ de plus sur un véhicule neuf admissible, avec en plus des taux jusqu'à 0% et des rabais pouvant atteindre 5000 $. C'est en plein le temps de passer avec un GM9. Et en plus, à l'achat d'un véhicule, vous obtenez automatiquement un voyage pour 2 personnes dans un parc thématique à Orlando, avion et hôtel inclus. Tout ça chez Pascal Automobile, au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Passez nous voir. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Eh bien, la CSN part en campagne. Celle-ci s'appelle Optilab. Ça n'a pas de bon sens. S-A-N-G. Vous avez vu le slogan « Ça n'a pas de bon sens » sur des bancs de neige à cette île aujourd'hui? Ben, c'est l'œuvre de la CSN et le président du Conseil central Côte-Nord, Guillaume Tremblay, est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour à vous deux. Alors, vous avez travaillé toute la nuit pour inscrire en bleu « Ça n'a pas de bon sens » sur les bancs de neige. Ça sort bien du bleu fluo sur la neige blanche. Ben, tant mieux si ça sort bien, si ça a suscité de l'intérêt auprès de la population, c'était notre objectif. Parce que, évidemment, dans un dossier comme celui-là, on veut justement que la population se sente le plus interpellée possible. Puis comme on veut faire, on veut en fait démontrer à M. Barrette notre mécontentement par rapport à ce dossier-là, ben il faut que la population se mobilise autour de cette question-là. C'est pour ça qu'on a fait ça, là, qu'on s'est affiché comme ça. On a profité des beaux bancs de neige qu'on a, autant du côté de la ville de Sept-Îles que du côté de la ville de Bécomo, pour faire voir, en fait, le dossier, mettre le dossier encore plus à l'avant-plan.
Fait qu'on avait une très belle tribune pour le faire et on en a profité. Ben, ça a piqué la curiosité, en tout cas, parce que moi, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux ce matin. Les gens se demandaient vraiment c'était quoi, là. On a pris le soin de pas écrire Optilab comme dans le slogan original. Juste, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui ont pu penser que c'est la hauteur des bancs de neige qui avait pas de bon sens. Ouais, ben, on s'est fait interpeller d'ailleurs. Il y a des gens qui nous ont vu faire puis ils nous ont dit, oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on a beaucoup de neige cette année puis que ça n'a pas de bon sens, mais nous, on avait un tout autre objectif autour de cette question-là et on l'a expliqué ce matin en conférence de presse là avec le maire de Sept-Îles et la députée du comté de Duplessis. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en guerre contre ce projet Optilab. Là, il me semble que vous avez un bon argument de plus. Là, il semble qu'on va retirer le Grand Nord québécois de ce projet Optilab pour des raisons de distance, sans doute. Mon Dieu, la Côte-Nord, c'est assez comparable. Là, de Tadoussac à Blanc-Sablon, il y aura plus de laboratoires médicaux. Une seule route, ça vous donne de l'argument, ça? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. La semaine passée, M. Barrette a annoncé qu'il allait reculer pour la région du Grand Nord. Évidemment, c'est un monsieur qui recule pas souvent. Fait que quand on a la possibilité de le faire reculer, je pense qu'il faut en profiter. Puis comme il a fait cette annonce-là la semaine passée, ben nous, on s'est dit, faut continuer à marteler ce message-là auprès de la population pour pouvoir faire pression sur lui. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a des particularités là au Grand Nord qui sont les mêmes que nous ici dans la région. C'est tout à fait vrai en termes de densité de territoire, en termes de population, en termes de distance. Bref, on est exactement, je pense, pareil comme ce qui se vit dans le Grand Nord, et toutes les raisons sont là pour qu'il recule également pour notre territoire. Ouais. Là, ça va se faire par étapes, quoi. C'est engagé quand même, là, le projet Optilab. Dès le 1er avril, vos membres qui sont à l'emploi des laboratoires de la Côte-Nord ou d'autres associés à d'autres syndicats aussi, là, ils seront des employés du 6 Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord qu'on veut fusionner, là. Oui, on a quelques membres qui se posent cette question-là actuellement. Il y en a d'autres organisations syndicales, effectivement aussi, qui se posent la même question. En fait, à partir supposément du 1er avril, il y a environ 80 personnes qui devraient relever du 6 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui fait aucun sens évidemment pour nous également sur cette question-là. Puis évidemment, il y a toujours la question des services de proximité qui est au cœur de nos préoccupations par rapport à ça. Donc, on le dit à chaque fois qu'on fait des mobilisations sur cette question-là. On a déjà bloqué la route 172 à deux reprises pour signifier notre mécontentement. On a fait aussi une chaîne humaine autour de l'hôpital Laurier. Et là, on relance, je vous dirais, une autre action avec la signature d'éprouvettes. Parce que effectivement, il y a un flou artistique autour de ça. Ce qu'on entend, c'est qu'à partir du 1er avril, il y a des travailleuses et des travailleurs qui vont travailler sur la Côte-Nord, mais qui vont relever du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous, ça fait aucun sens. Oui. Vous avez vu les informations, ça a dû quand même vous réjouir, ça rajoute des arguments aussi, ça. Apparemment qu'Optilab, il sera pas rentable non plus. Il n'y a pas d'économie à faire pour le gouvernement, en tout cas pas à court terme, là, peut-être à plus long terme. À chaque fois qu'on a une discussion avec M. Barrette, c'est arrivé à 2 reprises, en fait, parce qu'on l'a interpellé 2 fois sur cette question-là, quand il a passé ici sur la Côte-Nord. Nous, on lui a demandé de nous donner des chiffres. Et il a été très clair. Il a été très clair en disant, sur la Côte-Nord, c'est pas là que les économies vont se faire. C'est pas là qu'il y a un plus gros potentiel pour sauver des sous pour le réseau de la santé et des services sociaux. C'est plus dans les grands centres. Mais pas plus tard que la semaine passée, une journaliste avec la loi sur l'accès à l'information est allée fouiller un peu cette question-là. Et pour le Québec au complet, on parle d'une économie après 4 ans que le projet va être implanté, qui va tourner autour de 50 millions de dollars, et c'est pour le Québec au complet. 50 millions de dollars dans le réseau de la santé et des services sociaux après 4 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan, dans un budget qui frôle le 50 milliards. Ça fait que pour nous, le jeu n'en vaut pas la chandelle quand on parle d'économiser 50 millions après 4 ans au Québec, et que
mais par contre, au niveau des services qu'on va perdre, ça a un effet concret sur la population, et c'est pour ça que je dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et plus précisément sur la Côte-Nord, il n'y en aura pas du tout de bénéfices économiques. Donc, pour nous, ça fait aucun sens, ce projet-là, et la population doit se mobiliser autour de cette question-là. Pour toutes ces raisons-là, est-ce que vous êtes confiant? Il pourrait bien annoncer qu'il va virer de bord, Gaétan Barrette, pour la Côte-Nord, du moins, considérant les distances, les ratés qu'on a déjà connus, le fait qu'il n'y a pas d'économie, que les syndicats sont aussi mobilisés. Il me semble que ça pourrait arriver, hein, comme le gouvernement s'est essayé à un moment donné d'enlever la prime de 8% aux fonctionnaires à Sept-Îles-Port-Cartier. Et on sentit que ça passait pas. Peut-être que ça va être la même chose pour Optilab. Faut gagner cette bataille-là. Moi, on le voit de plus en plus, la population est mobilisée autour de cette question-là. Quand on a fait la chaîne humaine l'autre jour autour de l'hôpital Laurier à Bécomo, ça n'a pas été long, les gens ont embarqué tout de suite, on le voit de plus en plus, la mobilisation est en train de se faire. Et les gens sont tout à fait conscients des risques qui sont associés à ça. À chaque fois, on entend toutes sortes d'histoires d'horreur, je vous dirais, là, par rapport à des échantillons où on s'est trompé, ou pas plus tard que v'là 2 semaines, pendant une tempête, le camion qui apportait les échantillons à l'extérieur de la région a dû rebrousser chemin. Ça veut dire qu'il y a des patients qui sont allés à l'hôpital, où on a pris des échantillons, on leur a fait une biopsie ou quoi que ce soit, puis ils vont être obligés probablement de retourner se faire des tests pour qu'on puisse faire analyser ça, parce que les tests qu'on avait faits au préalable ne seront plus bons. C'est ça quand on parle de perdre des services de proximité essentiels, c'est un peu de ça qu'on parle. Ça peut être un test sur le cancer qu'on attend depuis longtemps les résultats, mais que malheureusement ça retarde parce qu'on est obligé de les déplacer à l'extérieur de la région. C'est sur ces questions-là, notamment, qu'il faut lutter pour essayer de convaincre M. Barrette de reculer. Et moi, j'ai confiance surtout à la population. J'ai moins confiance en M. Barrette, mais j'ai surtout confiance à la population de la Côte-Nord, qu'on se laissera pas faire. Puis comme vous l'avez dit tantôt, on a lutté pour la prime de rétention de 8%, puis on a gagné. On va gagner aussi avec le projet Optilab. Oui. Ce matin, on voyait le maire signer une éprouvette. La députée Lorraine Richard a fait la même chose lors du point de presse dans vos bureaux sur la rue Brochu à Sept-Îles. Est-ce que toute la population peut se mettre à signer des éprouvettes, les envoyer à CSN, ça envoie un message au gouvernement? Tout à fait. Nous, on va se placer dans des lieux publics, si c'est possible, le plus tôt possible, cette semaine, entre autres, pour pouvoir faire signer les gens, là, la population le plus largement possible. Mais on va interpeller aussi nos syndicats qui sont présents partout sur le territoire pour qu'ils puissent faire signer des étiquettes, là, si on veut, là, pour ensuite on va coller ça sur des éprouvettes, justement. Puis après ça, on va passer un message très clair à M. Barrette. On va lui dire, regardez, on vous en fournit des échantillons. Ce sont des échantillons du mécontentement des citoyens et des citoyennes de la Côte-Nord qu'on vous donne. Mais les vrais échantillons, ceux qu'on se fait prendre comme patients dans nos établissements de santé, eux, ils vont rester sur la Côte-Nord. Et nous, on vous fournit par contre un paquet d'échantillons que les citoyens et les citoyennes de la Côte-Nord vous démontrent leur mécontentement par rapport à votre projet. Eh ben, c'est une initiative originale, c'est le moins qu'on puisse dire. On signe des éprouvettes de dénonciation sur la Côte-Nord. Guillaume Tremblay, un gros merci pour ton passage en direct en studio. Là, on va compléter l'information là-dessus parce que le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, a signé une éprouvette ce matin. J'ai fait une petite entrevue avec lui pour nous expliquer finalement sa position concernant Optilab. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Régent Porlier, comme maire, vous invitez un peu le ministre Barrette là, à parler à ses collègues. L'occupation du territoire dans le réseau de la santé, ça paraît pas trop là. Là comme ailleurs, je dirais, mais ça va à l'encontre du discours. Puis je sais qu'ils sont à regarder là, la loi sur l'occupation et la vitalité des territoires. En même temps qu'on parle de regarder, de mettre à niveau cette loi-là, en même temps on assiste à des invraisemblances comme celles qu'on voit avec l'Optilab. Ça a aucun sens. Enfin, je veux dire, comme c'est marqué ils l'ont écrit sur les bancs de neige, ça a pas de bon sens. Ça n'avait rien à voir avec la hauteur des bancs de neige. Là. Heureusement, ils ont écrit SANG, le monde va être moins mêlé. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je commence à avoir hâte que d'abord que le discours, les bottines suivent les babines, dans le sens que les régions sont importantes, puis à toutes les fois, la solution la plus simple, c'est de centraliser les emplois vers d'autres endroits. Dans ce cas-là, on parle du Saguenay. Faire relever les employés du centre de santé de Sept-Îles du Saguenay, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a rien à voir
avec l'évolution des régions. C'est tout simplement un petit coup de plus. On vient de parler ces jours-ci de démographie, là, que la population diminue. Il y a eu plusieurs choses qui peuvent amener à ça. Est-ce que le gouvernement a besoin d'en ajouter en plus en s'en prenant à nos centres hospitaliers? Puis Optilab, là, on le sait, les distances de la Côte-Nord, le Saguenay, c'est pas comme à Québec, Montréal, où est-ce que tu as plusieurs centres hospitaliers, un côté de l'autre, tout près, à une cinquantaine de kilomètres, une centaine de kilomètres. Là, on est éloigné. On parle d'au moins 7-8 heures de route pour aller porter des échantillons. On le sait, là, l'hiver, comment est-ce qu'il peut être difficile sur la Côte-Nord. Une route, la 138, qui à l'occasion va être bloquée. Tout ce que ça apporte comme souci, ça va être des délais, ça va être des... Puis d'ailleurs, ils viennent de nous confirmer qu'avant 4 ans, oubliez ça, il n'y aura pas ils sauveront rien avant 4 ans. Puis on verra bien dans 4 ans si effectivement, qu'est-ce que ce sera en réalité? Est-ce que ce sera une petite goutte dans l'océan pour, en bout de piste, avoir hypothéqué une partie de notre vitalité? Ça, c'est extrêmement malheureux. Puis je commence à avoir hâte là, qu'il y a des gens qui parlent au ministre Barrette, là, puis qui lui disent, regarde, la Côte-Nord, c'est vrai qu'elle est particulière. Là. Ça n'a rien à voir avec Québec-Montréal. C'est un geste évident de centralisation. Optilab, il semble qu'il n'y a pas juste Régent Porlier comme maire au Québec là, qui regarde ça d'un mauvais œil. Dans le milieu municipal, c'est de plus en plus critiqué, ce genre de décision-là, là, parce qu'on peut commencer avec Optilab puis l'appliquer dans ben des ministères, la centralisation. Hein? Je te dirais que c'est très répandu. Le mécontentement vis-à-vis le ministre Barrette, et je dirais, c'est l'attitude aussi. Beaucoup plus que le reste, dans le sens que le ministre est venu nous rencontrer à l'UMQ. Il est venu nous rencontrer le CA de l'UMQ il y a quelques mois. Puis quand il est sorti, les gens étaient complètement consternés. Il nous disait qu'on était sur le statu quo, ce qui n'était pas le cas. Personne ne réclamait le statu quo, mais les gens disaient le gros bon sens. Est-ce qu'il y a possibilité encore aujourd'hui de regarder le gros bon sens et non une formule purement comptable? Parce que le purement comptable, ça va pas avec la vitalisation et l'occupation des territoires, ça n'a rien à voir. Si on veut pas les occuper, ben qu'on le dise. Si on veut pas les vitaliser, qu'on le dise, mais qu'on arrête de faire croire qu'on va le faire en coupant des postes importants. Surtout qu'on est convaincu que ça ne pourra pas être efficace, tout ça, sur un territoire aussi grand que le nôtre. Là. Puis d'ailleurs, ils viennent de reculer, le ministre vient de reculer au niveau du Grand Nord. Ben, la Côte-Nord a ses réalités, elle aussi. Il est grand temps qu'on commence à le réaliser. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Énorme bourrasque de neige prévue. Route enneigée et visibilité nulle dans toute la province. Soyez prudents. Nos pires conditions routières de l'année sont arrivées. Du verglas, du vent. Maîtrisez toutes les conditions au volant du Nissan Sentra SV bien équipé. Siège chauffant, boîte de vitesse CVT, système de traction qui aide à réduire le patinage sur chaussée glissante et bien plus. Louez-la à partir de 214 $ par mois pendant 60 mois avec 0 comptant, soit l'équivalent de 49 $ par semaine. Des conditions s'appliquent. Visitez choisisseznissan.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, je m'entretiens avec la députée de Duplessis, Lorraine Richard, des semaines bien occupées depuis la reprise des activités à l'Assemblée nationale du Québec. On va d'abord parler de sécurité au chantier Romaine d'Hydro-Québec avec notre parlementaire. Bonjour, Madame Richard. Bonjour. Entre autres, j'en parlais là la semaine dernière avec Yves Ouellette de la FTQ Construction. On demande toujours là une commission d'enquête publique du côté de la FTQ, mais on apprécie quand même, il y a eu une ouverture d'Hydro-Québec à rajouter des agents de prévention qui viennent du milieu syndical. Est-ce que vous sentez de l'inquiétude depuis la reprise des travaux au début de l'année 2017 au chantier Romaine, là? Non, je sens pas d'inquiétude comme telle. C'est quand même une bonne chose que Hydro-Québec ait demandé que la partie syndicale puisse avoir des délégués là, pour voir au niveau de la sécurité. C'est un ajout que je salue, mais faut comprendre également que ce qu'on demande à Hydro-Québec, c'est d'être transparent. Pour nous, la transparence est extrêmement importante et faut savoir qu'Hydro-Québec a mandaté une firme suite au 4e décès. Est-ce que les conclusions seront rendues publiques? On a énormément de questions. Malheureusement, Hydro-Québec ne pourra pas être reçu en commission parlementaire ainsi que la CSST. C'est vraiment les libéraux quoi qui ne veulent pas que ce dossier-là se traite en commission parlementaire. Il doit quand même avoir une certaine urgence d'agir. Là, on prendra pas un an pour étudier les façons de faire au chantier Romaine. Ce qu'on nous dit, c'est
que le rapport de la firme qu'Hydro-Québec a mandaté devrait être terminé au printemps. Nous, le but de la commission parlementaire, c'est parce que, bon, vous savez qu'une commission d'enquête, on n'est pas contre, mais on ne sait pas si le gouvernement va dire oui. Ça peut prendre énormément de temps, en termes peut-être d'années. On pensait, puis je le crois encore, que la commission parlementaire de recevoir Hydro-Québec et de la CSST, c'était quelque chose qui pouvait se faire rapidement. On aurait pu prendre une journée pour les entendre. Malheureusement, ça a été refusé. Je trouve ça malheureux parce que cette commission-là se veut, et je tiens à le souligner, non partisane. C'est vraiment pour comprendre, parce qu'il faut savoir que Hydro-Québec a quand même eu 2 blâmes là, suite aux 2 premiers décès, et on en a eu 2 autres par la suite. Donc, il y a énormément de questions, et moi, je dis encore une fois, mais Hydro-Québec, au niveau de la transparence, j'ai énormément de questions. En même temps, Hydro-Québec, c'est une société d'État. Ça devrait être un modèle, autant dans le domaine de la transparence que de la sécurité sur leur chantier. Absolument. Et c'est pour ça que, comme parlementaire, moi, je crois qu'il était de notre devoir de recevoir Hydro-Québec, vous l'avez fait mention, qui est une société d'État. Hydro-Québec a des comptes à rendre. On va parler de santé, Madame Richard. Là, il y a toujours beaucoup de critiques envers notre réseau de la santé. Je voyais justement sur Facebook là une lettre du chef Pietachot qui a eu affaire à l'urgence de Sept-Îles pendant le tournoi Ferro. Il était bien surpris de voir qu'il y a un seul médecin cette fin de semaine-là là, à l'urgence de Sept-Îles. L'attente est en moyenne de 12 heures. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, puis on fait des coupures dans notre réseau de santé. Vous avez tout à fait raison. On va faire des coupures. On en a pour l'ordre de 7 millions à récupérer. L'urgence de Sept-Îles a un triste bilan en termes d'attente. Les patients attendent 7, 8 heures, 10 heures, 12 heures, des fois juste pour simplement renouveler un médicament. Il n'y a pas d'amélioration concrète sur le terrain de ce qu'on voit. Encore cette année, ça va être extrêmement difficile. On l'a vu récemment avec toute la centralisation. C'est ça l'idée du ministre Barrette, de centraliser. On l'a vu avec le dossier OptiLab. Aucune économie du tout. Et il continue quand même, il s'entête à dire que c'est une bonne chose. Donc, moi, écoutez, je vais continuer à surveiller tout ce qui se passe. Par le passé, on est souvent en contact avec les gens qui travaillent sur le terrain. J'ai été capable, à force d'intervenir, de récupérer le poste de téléphoniste à l'urgence qu'ils avaient coupé. Il y a des petits gestes comme ça qu'on peut faire au quotidien, mais vraiment, le ministre Barrette, écoutez, il va à fond de train dans sa réforme, et notre système de santé est vraiment ébranlé. L'urgence de Sept-Îles, entre autres, les délais, pour moi, sont souvent déraisonnables. Mais on semble quand même faire des choix, là. Moi, je suis allé un petit peu enquêter au CHSLD Gustave Gauvreau. Vraiment, toutes les familles me disent que les services semblent s'améliorer. On offre maintenant plus de bains à nos aînés. Est-ce qu'il y a une volonté de la CIS Côte-Nord ou du ministre lui-même d'améliorer les services aux aînés? Pendant ce temps-là, la CSN me dit là, qu'on a coupé au moins 200 000 dans les centres jeunesse, dans les services jeunesse sur la Côte-Nord. Oui, d'un côté, vous en faites mention, d'un côté, on essaie d'améliorer la qualité de vie de nos aînés, avec tout ce qui a été dénoncé un petit peu partout, vous le savez, bon, puis surtout au niveau des résidences, que ce soit des résidences intermédiaires ou directement dans nos CHSLD, ça fait la manchette souvent, là, les bains pour les aînés. Il semble ici que le CIS Côte-Nord s'est donné comme objectif d'améliorer la qualité de vie de nos aînés. Ben, ceci doit pas se faire. On devrait améliorer la qualité de vie de nos aînés, mais de notre jeunesse également, de notre population générale qui a besoin d'aide psychosociale. On dirait des fois, on enlève à Paul pour donner à Pierre, là. Il n'y a pas de nouvel argent. Ce qu'ils ont récupéré avec les coupures de lits, que ce soit du côté de Sept-Îles ou du côté de Bécomo, on réinvestit ces sommes-là en soins à domicile au niveau des aînés. Il n'y a pas de nouvelles sommes. On nous dit que prochainement, on devrait peut-être avoir de la visite pour nous annoncer des nouvelles sommes d'argent. Ça ne viendra pas compenser toutes les coupures qu'on a eues. Il reste que, j'ai parlé avec le PDG du CIS Côte-Nord, Marc Fortin. Il explique qu'il y a quand même un problème, là, entre autres là, avec les syndicats qui sont encore en période de maraudage. Il y a peut-être trop d'unités syndicales dans le réseau. On a fusionné tous les établissements, mais on se ramasse comme par exemple au centre La Vérandrie de Sept-Îles avec 3 unités syndicales différentes. Puis il y a un taux d'occupation qui est plus fort dans un secteur et moins fort dans l'autre. Puis on peut pas s'échanger le personnel, ça entraîne des frais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une structure syndicale à changer pour de l'efficience dans notre réseau de la santé? Je pense que le ministre Barrette lui-même aurait dû avoir une préoccupation
préoccupation justement pour l'efficience. Vous savez, en voulant centraliser, en voulant fusionner des unités, c'est ce qui s'est passé. On se retrouve des fois avec certains départements où on a 3-4 syndicats différents. C'est ça la réforme de M. Barrette, c'est ce que ça crée, là. Écoutez, la partie syndicale, ils ont signé des conventions collectives, on leur a demandé de fusionner certaines accréditations, ça donne ce que ça donne. Mais tout ça, avec le cautionnement et même l'orientation que le ministre a voulu donner, là. C'est lui l'ultime responsable. Ouais, parlons maintenant de développement économique, Madame Richard, là. Il y a eu le recensement récemment, on voit que la population est en baisse partout dans votre comté, particulièrement en Mingani et en Basse-Côte-Nord, là. Il y a peut-être des légères hausses à certains endroits comme Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre, mais ce qu'on veut, c'est du développement économique. On s'attend à un soutien du gouvernement pour créer de l'emploi, là, d'ici, en 2017-2018. Est-ce que c'est ce que vous allez pousser pour les 2 prochaines années? Absolument. On a des projets, vous savez qu'on espère qu'ils vont voir le jour. Je pense toujours à Ménarnon. Il y a quand même, des projets au niveau de l'aluminerie Alouette. Ça peut prendre des années. Moi, je garde espoir et c'est sûr que mon travail au quotidien, c'est de pousser au niveau du gouvernement libéral pour qu'ils concrétisent leur plan d'action. Le plan non, on a peut-être moins parlé, mais ils ont formé la Société ferroviaire et portuaire. Il y a un travail qui se fait au niveau du port de Sept-Îles, on a Tatacil, on a la mine Champignon. Vous avez vu récemment que quand même le bilan d'ArcelorMittal n'est pas si mauvais que ça. Il faut garder espoir, mais c'est sûr que c'est extrêmement préoccupant de voir que il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont quitté la région. Il faut être capable d'avoir un nouveau souffle économique pour garder notre monte et sinon en attirer. Et ça passe par souvent de l'aide gouvernementale, de la diversification de notre économie. Donc moi, c'est un dossier sur lequel à chaque fois qu'on a des dossiers économiques qui me sont présentés, je les pousse au gouvernement à agir rapidement. Moi, j'ai encore en tête le projet de Ferro-Atlantica. Là. Si le gouvernement avait peut-être été plus rapide dans les permis au niveau environnemental, peut-être que Ferro-Atlantica, là, on l'aurait chez nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a raison de miser un petit peu sur le tourisme là, dans cet effort de diversification? C'est quand même une industrie difficile parce que la saison est souvent courte. On pourrait rêver d'un retour d'un lien interrive là, qui permettrait de se rendre notamment à Anticosti, qui pourrait devenir patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la Côte-Nord, le tourisme, c'est quand même structurant, même si les saisons sont courtes. Oui, absolument. Et puis la Côte-Nord, c'est des paysages magnifiques. On a vraiment un attrait touristique qui ferait l'envie de plusieurs. C'était peut-être pas dans notre ADN, je vous dirais, il y a 15-20 ans de développer au niveau du tourisme. Hein. La Côte-Nord, c'était que les mines. On s'aperçoit de plus en plus qu'il faut diversifier notre économie. Et au niveau du tourisme, vous avez tout à fait raison. La venue d'un lien interrive nous permet d'augmenter les touristes qui viennent nous visiter. Il faut soutenir des projets comme ça. À l'île Anticosti, je sais qu'ils travaillent aussi sur un projet pour développer au niveau du tourisme, accroître la capacité d'hébergement sur l'île et tout ça. Donc, moi, c'est des projets que je soutiens et je pense que oui, le tourisme fait partie de notre diversification économique. En terminant, je suis un peu surpris que l'analyse vienne de l'interne au Parti québécois, mais on parle d'un parti vieillissant, là. C'est entre autres la réflexion de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était candidat à la chefferie, qui maintenant travaille un peu dans la réorganisation interne au Parti québécois. Ici, le comté est péquiste depuis 1976. Est-ce que vous avez l'impression que sur la Côte-Nord, le PQ est vieillissant et menacé là, de perdre la prochaine élection? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que faut quand même rappeler aux gens que le Parti québécois, c'est 90 000 membres. Et je suis sûre que notre aile jeunesse, j'ai pas les chiffres ce matin, que notre aile jeunesse, les membres de notre aile jeunesse, là, c'est plus que toute la CAQ réunie, là. Donc, il y a eu un constat qui a été fait. Il y a des choses qu'on connaissait déjà. Vous savez, réinventer le Parti québécois, faire la tournée pour écouter les jeunes. On a posé un diagnostic. On va poser des actions. On a un chef qui a un plan de match. Mais moi, je trouve pas que le parti, il vit bien. Il y a des choses à corriger. Mais moi, j'ai des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à la politique et qui viennent militer, qui sont sur
notre exécutif. Il faut savoir que c'est pas la même réalité que vous et moi avons connue dans les années 70-80. Les jeunes sont plus individualistes, c'est des fois plus difficile de les intéresser à la politique, mais on en a encore des jeunes qui le font. Moi, je suis toujours étonnée quand je vais dans les congrès nationaux de voir comment notre réelle jeunesse est présente et stimulante, arrive avec des propositions concrètes. Donc, non, on a eu un rapport, mais si on allait écouter les libéraux, on aura eu un aux autres aussi à l'interne, parce qu'il n'a peut-être pas été diffusé comme le nôtre, mais c'est un constat, là. Eh bien, merci beaucoup. Tant mieux si le Parti québécois a de la relève. Un gros merci pour cette entrevue, Lorraine Richard. Merci, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Il y a du nouveau à la boutique Art Déco de Place de Ville. Nous sommes maintenant dépositaires des produits de la savonnerie Histoire de Bulle. Venez découvrir ou redécouvrir cette gamme de produits de qualité pour hommes, femmes et enfants. Un cadeau parfait pour la Saint-Valentin. Nous avons aussi en exclusivité les produits Création El Bricole, de magnifiques antiquités revampées et pièces de bois vintage. Surveillez l'arrivée de notre boutique en ligne dès le 1er mars. Boutique Art Déco à Place de Ville, 960-2127. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler d'un bel événement qui s'en vient du côté du club de curling de Sept-Îles. C'est pour les filles seulement, le tournoi de la Claque Rose? C'est pour les filles, mais les hommes sont bienvenus, bien sûr, en tant que Gaston. C'est effectivement le tournoi de curling la Claque Rose qui s'en vient. Ce sera du 17 au 19 mars prochain. Et pour en jaser, on reçoit la coordonnatrice Natacha Savoie. Bon midi. Bon midi. Donc, ça s'en vient tellement que les inscriptions, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai entendu dire que faut se garocher là, pour les inscriptions parce que ça se comble assez rapidement. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, je te dirais que depuis les 2 dernières années, on complète nos équipes pas mal le même soir. Oui, l'an passé, là, ça s'est complété le même soir. C'est limité, hein? On peut pas inclure ben plus que 24 équipes de curling d'une fin de soirée. Vous allez jusqu'à 40, oui, vous autres. C'est parce que c'est pas 5 matchs chaque, là. Non, c'est ça. On va avoir du fun en 3 matchs. Oui, c'est ça. C'est 3 matchs, donc on peut se permettre d'avoir 40 équipes. Puis, en fait, je vous dirais, c'est pas, le nombre d'équipes est pas limité par le nombre de parties, c'est plus la capacité de notre salle à accueillir les gens au souper le samedi soir. Oui, parce que c'est une fin de semaine, oui, où on joue au curling, mais c'est surtout une fin de semaine où on a bien du fun, là. C'est un gros happening de filles. Dans le fond, c'est très festif, la Claque Rose. Le vendredi soir, on a un chansonnier. Le samedi soir, on a un groupe pour faire danser nos dames et les Gastons. C'est vraiment un gros happening de filles, là, la Claque Rose. Pour ceux qui sont pas nécessairement familiers avec la Claque Rose ou même avec le curling, c'est quoi les Gastons? En fait, les Gastons, c'est les hommes au service des ces dames pour toute la fin de semaine. C'est 10 hommes qu'on habille en tuxedo. Ils sont répartis un petit peu partout. Ils ont chacun leur tâche. On en a sur les glaces pour apprendre les rudiments du curling à celles qui ont jamais connu ou touché quoi que ce soit envers le curling. Ensuite, on en a pour le service du souper. On a un Gaston photographe. Ils ont divers tâches. Ils font la vente de nos billets, moitié-moitié, de nos tirages, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est une belle fin de semaine. On s'amuse beaucoup, mais c'est aussi pour ramasser des sous pour une belle cause. C'est le cancer du sein. C'est quoi la cause à laquelle vous remettez votre argent? En fait, c'est la Claque Rose, c'est vraiment pour le cancer. C'est un don dédié qu'on fait à la Fondation pour le cancer du sein. OK. Moi, j'aime dire qu'on s'est fait une hypothèque avec la Fondation sur 5 ans. On finance un projet sur 5 ans de 250 000 pour l'achat d'un mammotome. On est en notre 4e année, puis jusqu'à maintenant, sur ce projet-là, on a 185 000 de ramassés sur notre 250. Fait qu'il nous reste cette édition ici, puis celle de l'an prochain pour compléter notre montant. Puis j'aimerais vous dire aussi que la Claque Rose, jusqu'à maintenant, elle a remis à la cause du cancer du sein 288 415 $. C'est plus vieux que 4 ans, là. Il y a une entente avec la Fondation qui est arrivée, mais il y avait déjà eu quelques éditions avant ça. La Claque Rose, on arrive à 8 ans? 9 ans.
9 ans, c'est notre 9e édition, oui. L'an prochain, on va se fêter ça fort. Oui, certainement. Avec un sourire, hein, oui, on va fêter fort. Pour moi, ils ont déjà des idées, hein. Ça ressemble à ça, hein, effectivement. Et là, ce soir, 17h, de 17h à 19h, c'est les inscriptions au club de curling de Sept-Îles. Il y a ça, mais il y a plein d'autres événements qui s'en viennent aussi au profit de la Claque Rose. Vous avez pas mal d'activités, de financement autour de ça. Entre autres, un Zumbathon ce samedi, qui est à votre profit, là, finalement. Ça, on en est très fiers que des gens prennent de leur temps pour organiser des événements, puis ensuite nous remettre la somme qu'ils ont amassée, là. Vraiment, on trouve ça fun parce qu'on dit que la claque fait des petits, puis ça fait qu'en bout de ligne, notre montant à la fin de semaine est beaucoup plus gros. Donc, oui, on a le Zumbathon qui est préparé par Madame Jessie Chou Saint-Pierre, qui va se dérouler à l'école du Boisé le 18 février, entre 1h et 15h. Ensuite, on a le groupe Matraque. C'est l'initiative d'un de nos Gastons depuis des années que André Perron est avec nous et ça fait quelques années aussi qu'il fait un spectacle bénéfice avec son groupe Matraque. Donc c'est le 11 mars à 21h au Tuxedo. Les billets en vente sont vous en procurez au Tuxedo. Ou sur le site peut-être de la Claque Rose, sur notre Facebook. Vous pouvez peut-être vous manifester là, puis on va faire en sorte que vous ayez vos billets. Oui, il y a les membres aussi, du groupe. On les connaît bien. Il y a David Tancred. Ça gagne à notre animateur du retour, Matraque. Oui, c'est 15 $ avant, puis c'est 20 $ à la porte, les billets. Puis ensuite, on a aussi Madame Dolores Roy qui fait la vente de savon artisanal et tous les profits seront remis à notre cause aussi. Donc ça, c'est plein de beaux événements qui s'en viennent prochainement. Moi, pour y être allé depuis qu'ils font ça, Matraque, là, les soirées pour la Claque Rose, tout le temps un gros party. Vraiment. Disons, là, ouais, toujours ben le fun. Donc, pour les équipes intéressées, comment ça fonctionne l'inscription? Est-ce qu'il y a un montant à donner? Comment ça fonctionne? En fait, l'inscription, ce qu'on demande aux filles, c'est d'avoir déjà le nom de leurs 4 joueuses. On ne fait pas le paiement de l'inscription ce soir. Le paiement de l'inscription va se faire à leur première partie. Donc ce soir, ce que ça prend, c'est une représentante par équipe qui va inscrire son équipe et nous donner les 4 noms. OK, donc 17h, bien sûr, au club de curling de Sept-Îles. Et l'événement aura lieu les 17, 18 et 19 mars prochains. Je suis pas inquiète que ça va être encore un très, très beau succès pour cette fin de semaine de curling. Natacha Savoie, coordonnatrice du tournoi La Claque Rose, merci beaucoup de votre passage en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous deux. Et Valérie, un gros merci pour ta co-animation à Côte-Nord Attitude. Pour le lundi, c'est ta place. Oui. Donc, mais la semaine dernière, tu as fait toute la semaine pour remplacer Tommy Auger, qui devrait être de retour demain. Oui. C'est Jean Saint-Pierre qui était avec vous à l'animation de cette émission d'actualité et d'affaires publiques. On se reparle demain, même heure. Au revoir tout le monde.